À première vue, on dirait un simple post Facebook. 2 partages, 5 commentaires, 17 likes, rien de plus banal. Mais en réalité, ce post a fait basculer une bataille intense et épique qui a opposé des milliers de personnes, des agricultrices et des agriculteurs, des associations, des citoyennes et des citoyens, des zadistes, des naturalistes et des élus à l'État, au concessionnaire autoroutier Vinci, à Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et à Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne. On parle d'un projet à 1,3 milliard d'euros, dont 845 millions d'euros d'argent public qui ne verra jamais le jour. Ce qui en fait une des principales victoires écologistes de ces dernières années, c'est l'histoire de la lutte contre l'autoroute A45. Mais alors, quel rôle a joué ce mystérieux post Facebook dans cette affaire? Quelles stratégies ont été mises en place par les opposantes et les opposants au projet pour faire plier l'État? Et enfin, est-ce que cette victoire peut nous donner les clés pour gagner une autre grande bataille du même genre aujourd'hui, la lutte contre l'autoroute A69? Pour vous, j'ai repris toutes les étapes de cette histoire, démêler le vrai du faux pour ne garder que le vrai, analyser l'affaire. Bienvenue dans l'histoire de la bataille contre l'autoroute A45. Et pour une fois, j'ai bien envie de commencer par la fin. J'ai envie d'aller voir là tout de suite à quoi ressemble aujourd'hui l'endroit où cette autoroute devait passer. Allez, c'est parti, on y va. L'autoroute A45, elle devait relier Lyon à Saint-Étienne. Enfin, plus précisément, une banlieue de Lyon, Brignais, à une banlieue de Saint-Étienne qui s'appelle La Fouillouse. Et au total, le tracé devait faire 48 km. Et ce projet, il a été lancé il y a déjà un bon bout de temps, puisque la date clé à retenir, c'est le 17 juillet 2008. Ça, c'est la date de la signature de la déclaration d'utilité publique de l'autoroute. En fait, à partir du moment où un projet comme ça est déclaré d'utilité publique, eh bien, ça ouvre le droit à l'État d'exproprier les gens qui ont des propriétés, par exemple qui habitent sur le trajet ou sur l'endroit où le projet doit se développer. Et c'est très clair, quand on lit la déclaration d'utilité publique, les expropriations nécessaires à la réalisation des travaux devront être réalisées dans un délai de 12 ans. Quand les gens sont expropriés comme ça, bien sûr, il y a une indemnisation, mais enfin les gens sont obligés de quitter leur maison, leur terrain, leur ferme. Et c'est là que ça devient chaud, parce que le tracé de l'autoroute, il traverse justement 375 fermes et 500 hectares de terres agricoles. Mesdames, messieurs, la gare de Lyon-Part-Dieu, c'est plus très loin, on est presque arrivé. Alors bien sûr, comme dans tout projet d'autoroute qui se respecte, la A45 elle devait être construite parallèlement à une autre autoroute qui existe déjà, qui est l'A47, qui est gratuite, et la A45 elle bien sûr devait être payante. Et d'ailleurs à ce stade, si ça vous intéresse de savoir pourquoi les autoroutes sont payantes et sont si chères, il y a une très bonne vidéo de Camille Courcy qui explique ça très bien. Allez, alors ce que je suis venu voir, c'est ça là, c'est une tour de vigie qui a été construite en octobre 2017. Ce terrain ici, il fait partie des terrains qui devaient être expropriés pour faire passer l'autoroute. Et l'agriculteur à qui appartient le champ là, il n'était pas du tout chaud de transformer sa ferme en station essence, et du coup, il a autorisé les opposantes et les opposants au projet à construire cette tour de vigie dans son champ pour surveiller un éventuel départ des travaux. Les opposantes et les opposants au projet ont construit cette tour là en 5 jours et puis après fait une fête d'inauguration pour bien attirer l'attention de tout le monde là-dessus. Et on va retourner voir à la tour parce qu'il y a un truc intéressant aussi, c'est que le bois qui a été utilisé, donc par exemple ces poutres là, il vient de Roibon. Alors Roibon, c'est une autre lutte victorieuse qu'il faudrait raconter un jour contre un projet d'infrastructure touristique géante en forêt. Donc ils ont décidé de faire un peu de gestion forestière, d'utiliser du bois. Il y a une partie du bois qu'ils ont ramené ici. Ça a peut-être l'air de pas grand chose cette tour, mais c'est comme le post Facebook dont je parlais au départ. Tout ça en fait, c'est des pièces du puzzle qui sont hautement stratégiques et qui vont s'imbriquer les unes avec les autres. Allez, remontons un petit peu dans le temps. Juillet 2008, c'est donc la déclaration d'utilité publique. Au début, les gens qui habitent dans la vallée sont inquiets, mais ne savent pas trop comment réagir. Les premiers à mener une action concrète, ce sont les retraités. En fait, l'autoroute doit traverser les coteaux du Lyonnais et les coteaux du Jarret. Et sur ces coteaux, il y a des retraités qui vivent là, qui se sont installés pour vivre une vie paisible, tranquille, bien au calme, après des années de travail. Forcément, un projet d'autoroute qui vient traverser leur jardin, c'est pas leur kiff. Alors ces retraités vont se regrouper en 2 associations qui s'appelleront donc la sauvegarde des coteaux du Lyonnais et la sauvegarde des coteaux du quoi ? Du Jarret, c'est bien, vous avez suivi. Ces 2 associations, qu'on va abrévier SCL pour sauvegarde des coteaux du Lyonnais et SCJ pour sauvegarde des coteaux du Jarret, vont commencer à informer le public, notamment en créant des sites internet avec des couleurs qui... Oula, ça pique les yeux ça quand même un petit peu, hein. Enfin bon, disons qu'ils informent le public comme ils peuvent, même si bon, le vert fluo là,
C'était pas nécessaire. Et surtout, ces deux associations-là vont se tourner vers d'autres associations pour aller chercher de l'aide, entre autres la LPO et la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature. Et ensemble, ils vont déposer un premier recours juridique en septembre 2008 contre cette fameuse déclaration d'utilité publique dont on parlait tout à l'heure. Bon, pour l'instant, notre affaire est assez classique et se déroule dans les règles. Et dans un premier temps, la stratégie de ces associations-là, SCL et SCJ, eh bien, elle porte ses fruits. Le projet est ralenti, puis s'arrête. En 2010, le recours qui a été déposé par ces associations est rejeté par le Conseil d'État. Donc c'est un premier échec pour ces associations-là, mais mine de rien, pendant ce temps-là, les promoteurs du projet se sont un petit peu endormis, sont assoupis tranquillement, et puis le temps passe et pour l'instant, tout va bien. Jusqu'à ce que... Ouah, c'est moi. Ça, mesdames et messieurs, c'est Laurent Wauquiez. En 2016, il est élu président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et Laurent Wauquiez, il a besoin de projets. Pour montrer qu'il est actif et qu'il arrive à mettre des choses sur pied. Et du coup, dès janvier 2016, il relance le projet en mettant un paquet d'argent de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur la table. Donc sur la 45, pour résumer, 1, la région est prête à y aller, c'était pas le cas avant. Parce qu'elle est prête à y aller, ce dossier peut se faire. S'il faut monter, et je vous le dis, à 140 millions d'euros, je suis prêt à le faire. Et à partir de là, tout s'emballe. À peine quelques mois plus tard, en avril 2016, le nouveau ministre des Transports, Alain Vidali, annonce que la concession d'autoroute a été attribuée à Vinci. Alors, c'est pas encore un contrat que Vinci a signé, mais il y a un accord, et ça se concrétise. Il y a même des chiffres. L'autoroute doit être mise en service à partir de 2022, et la concession doit courir sur 55 ans. 3 mois plus tard, le département de la Loire sort le carnet de chèques et met 131,66 millions d'euros sur la table. Laurent Wauquiez, lui, il leur emboîte le pas tout de suite, il concrétise sa promesse et il met le même montant. Et le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, que vous connaissez peut-être d'ailleurs pour sa sombre histoire de chantage à la sextape, sur laquelle on sera bien obligé de revenir tout à l'heure, lui en tout cas, il suit la mise, pareil, 131,66 millions d'euros. L'État suit le mouvement et double carrément tout ce qui a été mis jusqu'à présent en mettant 395 millions d'euros dans le projet, en partie emprunté auprès de la Banque européenne d'investissement. Les financements sont là, le projet peut démarrer. Les opposants de la SCL et de la SCJ, dont on a parlé tout à l'heure, ils se laissent pas abattre malgré ces montants-là, mais en même temps ils sentent qu'ils vont pas y arriver tout seuls. Leur idée, c'est d'alerter l'opinion publique avec une action bien visuelle, pour réussir à être plus nombreuses et plus nombreux. Alors, ils cherchent un élément d'actualité auquel se raccrocher. 2016, c'est l'Euro de foot en France. Eder qui tient bien debout, la frappe. Le but d'Eder. Oui, cet Euro 2016 de foot là, avec Eder, dont on se souviendra jamais. En tout cas, ils vont exploiter cet imaginaire. Très inspiré par l'Euro, tous ont brandi des cartons rouges. Et ça marche, France 3 parle de l'action, ce qui permet de braquer les projecteurs sur le problème de la A45. L'A45, 45 km de goudron pour un coût estimé à 1,5 milliard d'euros. Une autoroute inutilement coûteuse pour ses élus. C'est de l'argent public? À qui profite le crime? On se demande, hein? Non mais c'est pas possible, c'est qui lui? C'est Yvan de la série Le Flambeau qui s'est déguisé? À qui profite le crime? Bon bref, en tout cas, ce reportage, il ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Comme par hasard. Oui, bon. D'autres habitantes et habitants de Saint-Étienne et certaines agricultrices et agriculteurs qui se trouvent sur le tracé se rendent compte de ce qui risque d'arriver et se rapprochent de la SCL et de la SCJ. Ces différentes personnes se regroupent et décident d'organiser ensemble une grande fête des opposants à la A45. Et c'est comme ça que quelques semaines plus tard, le 18 septembre 2016, 2000 personnes convergent vers Mornan. C'est un petit village qui est sur le tracé de l'autoroute. Et ce petit village de Mornan, eh bien les gens vont le rejoindre en vélo. Et il y a comme ça des cortèges de vélos qui quittent Saint-Étienne pour aller vers Mornan. Mais il n'y a pas que des vélos, puisqu'il y a aussi des tracteurs. Les agricultrices et les agriculteurs commencent vraiment à se manifester. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que le mouvement devient de plus en plus diversifié. On n'est plus seulement sur des retraités de la SCL ou de la SCJ. Il y a aussi des militantes et des militants de Saint-Étienne, des agricultrices et des agriculteurs qui sont sur le tracé, qui sont d'ailleurs pas toujours syndiqués ou politisés, parfois oui, parfois non, parfois au sein de la Confédération Paysanne bien sûr, mais aussi au sein de la FNSEA, et ça c'est assez rare. Et puis il y a des habitantes et des habitants du coin, ainsi que d'autres visiteurs qu'on a moins l'habitude de voir dans la région. Et oui, c'est les zadistes de Notre-Dame-des-Landes et de Sivins qui font le déplacement. Il faut s'arrêter un instant là-dessus. À Notre-Dame-des-Landes, du côté de Nantes, des personnes occupaient un terrain depuis presque 10 ans sur lequel l'État voulait construire un aéroport. Cette ZAD, zone à défendre, elle a été très médiatisée et elle faisait peur au gouvernement qui avait déjà essayé de l'expulser une fois en 2013 pendant l'opération César, mais ils n'avaient pas réussi. Et quant à Sivins, il s'agit d'un projet d'opposition à un barrage qui n'a d'ailleurs pas non plus été construit, mais il y a eu des charges violentes de la police à cet endroit-là, avec notamment le décès d'un manifestant, d'un opposant au projet, Rémi Fraisse. Le fait que des gens de Notre-Dame-des-Landes et de Sivins
provinces viennent se joindre aux opposantes et aux opposants à la A45, et bien ça fait monter le potentiel de conflictualité d'un cran, puisque on n'est plus seulement sur des recours juridiques, des actions carton rouge qui sont un petit peu bon enfant, ça peut devenir un sacré sbeul. Et ça, France 3, qui couvre cette grande fête, l'a bien compris. Pour l'instant, pas question de ZAD, zone à défendre, comme à Notre-Dame-des-Landes. Mais si les recours sont défavorables, ça pourrait changer. Ça pourrait changer. Et oui, personne ne dit clairement on va créer une ZAD. D'ailleurs, j'ai entendu dans des interviews récentes des personnes de l'époque dire en fait, on n'était pas vraiment en capacité de le faire. Le tracé tout en longueur de l'autoroute s'y prête pas trop, on n'était pas forcément assez motivés, assez nombreux et nombreux pour le faire. Mais malgré tout, l'idée, elle fait son chemin et elle arrive à s'insinuer dans la tête de Laurent Wauquiez, de Gaël Perdriau et de l'État, pour qui une ZAD, c'est clairement pas la panacée. La ZAD, aujourd'hui, c'est le symbole de l'impuissance de l'État. C'est le symbole de l'affaissement de l'autorité de l'État. Oui, voilà, c'est très bien dit. En tout cas, les opposantes et les opposants se rendent compte que ce serait bien d'allier un petit peu les forces de tout le monde et mettre en place un espace de coordination qui s'appelle tout simplement la Coordo. La Coordo, c'est pas une association officielle, donc c'est un peu obscur, c'est un peu difficile pour l'État de comprendre comment ça fonctionne, mais ça permet de synchroniser tout ce beau monde. Et à partir de là, un véritable échange de coups se lance entre les opposantes et les opposants au projet et les soutiens du projet. Comme par hasard. Oui, comme par hasard, oui. En tout cas, je trouve que c'est très intéressant d'en donner quelques exemples pour voir un petit peu les différents registres sur lesquels cette bataille s'est déroulée. Oui, bon. D'abord, on a bien sûr le registre juridique. En février 2017, la sauvegarde des coteaux du Jarret dépose un recours contre la décision de la Banque européenne d'investissement d'accorder un prêt à l'État pour financer cette autoroute. Alors ici, j'en profite pour faire une très rapide parenthèse pour dire que c'est une excellente stratégie souvent d'aller mettre la pression sur les financeurs, par exemple les banques, d'un projet pour essayer de faire capoter le projet. Ici, ça n'a pas été central, mais je vous renvoie vers cette vidéo-là qui parle de l'histoire de la lutte contre l'établissement d'un poulailler géant à Langoélan, où là, ça a été assez central dans la stratégie. Ensuite, il y a toutes les actions de sensibilisation du grand public. Quelques semaines plus tard, les opposantes et les opposants au projet décident de tenir un stand sur un salon, le salon Prime Vert, qui est un salon dédié à l'écologie qui a lieu chaque année à Lyon. Enfin, quand je dis tenir un stand, c'était un petit peu plus vivant que ça. Disons qu'ils avaient prévu quelques animations. Des dizaines de naturalistes, donc des spécialistes des plantes et des animaux, vont aussi aller inspecter les lieux sur lesquels l'autoroute doit passer pour voir s'il n'y aurait pas des espèces protégées qui habitent précisément sur le tracé de l'autoroute. Ils sont une soixantaine, des naturalistes amoureux de la vie sauvage, entomologistes et botanistes. Ils se sont répartis en 8 groupes pour dresser l'inventaire des espèces du plateau. Résultat, une frise géante qui répertorie exactement toutes les espèces protégées qui se trouvent sur le tracé de l'autoroute. Et au passage, ça fait aussi de la bonne pub sur France 3. Quant aux grenouilles, elles aimeraient tant continuer à vivre dans leur petit biotope. Et puis, il y a tout un volet de lobbying, c'est-à-dire de communication directe auprès des personnes qui ont la capacité de faire cesser le projet. Ça, c'est en partie l'association Attaque qui s'en charge et qui a écrit une lettre ouverte au Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, ainsi qu'au ministre de l'écologie, c'était Monsieur Hulot, et à la ministre des Transports, c'était Elisabeth Borne. Cette lettre, elle est publiée en ligne et tout le monde peut la lire. Cette lettre, elle rappelle notamment au gouvernement ses engagements climatiques et du coup, elle appelle à répondre comment ça se fait quand on a des engagements climatiques, qu'en même temps on finance des nouvelles autoroutes. Mais évidemment, comme souvent dans ces cas-là, la riposte finit par arriver. La première mauvaise nouvelle tombe en juin 2017. Le Conseil d'État émet un avis favorable sur le projet de concession d'autoroute pour Vinci. Et dans la foulée, le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, lui, il met en ligne une grande pétition. A45, oui, je la veux. Et il fait afficher cette pétition-là un petit peu partout dans la ville, par exemple dans les abribus. Gaël Perdriau et ses équipes de com lancent même une vidéo pour faire la promotion de la pétition. L'autoroute A45, 30 ans qu'on en parle. Après les études, nous exigeons le lancement du chantier. Les 3 derniers présidents de la République ont dit oui, le Conseil d'État a donné son accord et les financements sont bouclés. Bon, entre nous, c'est rarement bon quand les politiques en place essayent de faire des vidéos sensationnalistes avec de la musique qui fait peur et des super arguments. L'A47, c'est un désastre environnemental. Pas de récupération des eaux de pluie souillées, pas d'aménagement pour la faune et un risque énorme de catastrophe naturelle en cas d'accident impliquant des produits chimiques. L'A45, c'est un outil moderne, vertueux, aux normes environnementales actuelles. Oui, bien sûr, ça les gens vont le croire sans aucun problème. Construire une autoroute pour l'environnement, on va gober, on va prendre ça, on va manger, on va y croire. Et clairement, cette pétition, elle floppe. Regardez le nombre d'abonnés de la chaîne YouTube qui a posté cette pétition. 1. Comme par hasard.
À ce stade, entre parenthèses, abonnez-vous aussi à ma chaîne. Moi, j'ai pas un abonné, mais c'est pas non plus foufou, donc si vous pouviez faire grandir un peu ça, ce serait trop bien. Et la pétition, quant à elle, en tout cas, c'est tout ce que j'ai trouvé en ligne en cherchant, donc j'imagine que c'est bien la bonne. Elle a fait 245 signatures. Bon, et puisqu'on parle de flop de Gaël Perdriau, je suis obligé de vous dire un mot sur ce monsieur parce que l'histoire nous permet aussi quand même de voir à qui on a affaire. L'année dernière, Gaël Perdriau, donc le maire de Saint-Étienne à ce moment-là, a pris 5 ans de prison, dont 4 fermes et 5 ans d'inéligibilité pour chantage à la sextape. En fait, il est accusé d'avoir exploité une sextape de son premier adjoint, Gilles Dartigue, qui avait été obtenue sous soumission chimique par l'un des collègues de Perdriau. Moi, j'ai découvert cette histoire-là qui est complètement folle sur le podcast Les Pieds sur Terre sur France Culture, donc je vais juste vous passer un ou deux petits extraits. Donc là, la personne qu'on va entendre, c'est Gilles Dartigue, c'est le premier adjoint au maire de Saint-Étienne qui parle d'un moment qu'il a passé avec le collègue de Gaël Perdriau. Je me souviens qu'il m'a fait boire à plusieurs reprises, et là, j'avoue ne plus me souvenir de rien. J'ai supposé par la suite qu'il y avait peut-être eu une substance dans ce qui m'avait été donné de boire. Et ensuite, Gilles Dartigue explique comment Gaël Perdriau a exploité ça. Quelques mois plus tard, lors d'une réunion de notre conseil de majorité, il y a un dossier sur lequel nous ne sommes pas d'accord. Il le prend plutôt mal, puisqu'à la sortie, c'est plutôt mon point de vue qu'il emporte dans la discussion. Et alors que tous les collègues quittent la salle, il vient vers moi et il me dit clairement « Ce que tu m'as fait là, tu ne me le feras plus, sinon je diffuse ce que tu sais ». Bref, fermons la parenthèse sur ce charmant personnage, sans oublier bien sûr de préciser qu'il est présumé innocent puisqu'il a fait appel, et je crois que si je ne dis pas ça, il peut m'attaquer pour diffamation, ce qui serait bien sûr un petit peu drôle, mais aussi un gros problème. Et puis en plus, c'est très bien que les gens soient présumés innocents jusqu'à ce qu'ils aient été condamnés. Les opposantes et les opposants au projet, ils sentent bien que la riposte des soutiens à la A45, elle est un petit peu molle. Et du coup, ils se disent qu'ils vont enfoncer le clou avec une action spectaculaire. Personnes, 120 tracteurs au milieu d'un champ, c'est du très lourd. Cet événement, il a eu lieu les 1er et 2 juillet 2017. Alors on retient souvent l'image qui a marqué les esprits, le plan de drone, des camions comme ça vu du ciel, mais ce qu'on a un peu oublié, c'est qu'il y a eu des milliers d'heures de préparation. Tout un week-end de festivités avec des chapiteaux, des pièces de théâtre, des repas, des jeux, un marché de producteurs, des conférences, de la danse et carrément des concerts et des discours qui sont notamment l'occasion d'interpeller le gouvernement. Et l'enjeu de ce rassemblement, c'est aussi de dire au gouvernement, de dire aux ministres concernés que les belles paroles sur le climat, les belles paroles sur la transition écologique, les belles paroles qui ont été énoncées face à Donald Trump, elles doivent se concrétiser sur le terrain. Et c'est aussi le moment de rappeler que la coalition de personnes opposées au projet, elle est vraiment très large. On a réussi dans cette cohorte d'eau et dans cette mobilisation-là qu'on construit encore tous les jours et qui a vraiment pris force à rassembler très largement. Et on est très très heureux de ça. Et en effet, les agricultrices et les agriculteurs sont bien évidemment aussi de la partie. Le groupe paysan, là, on a une agriculture qui est très diversifiée, où il y a beaucoup d'exploitations. C'est des petites exploitations, il y a du maraîchage, il y a de la viticulture, il y a de l'élevage dans tout genre, des cochons, des vaches, des poules, il y a toute agriculture possible. Et sauvons l'agriculture et vive notre groupe de paysans. Merci. Le message est bien passé et cette action impressionne. Mais alors, si vous pensez qu'une telle action va suffire à interrompre le projet, vous vous trompez. Les promoteurs du projet, eux, ils continuent de vouloir l'imposer. Je ne baisse pas les bras, d'abord parce que c'est pas mon tempérament. En octobre 2017, la Chambre de commerce et d'industrie Auvergne-Rhône-Alpes vote une motion qui est en faveur de la A45 et qui dit ceci: l'Assemblée générale de la CCI Auvergne-Rhône-Alpes, à l'unanimité de ses membres, moins une abstention, se prononce pour le lancement sans délai du chantier de la A45. Donc voilà, les promoteurs au projet, ils ont toujours des ressources. Alors qu'est-ce qui fait pencher la balance au final? Eh bien, à mon avis, il y a deux choses centrales. La première, c'est pas la plus spectaculaire, mais il faut en parler. C'est le fameux rapport Duron. Duron, c'est le nom du président du Conseil d'orientation des infrastructures. Le Conseil d'orientation des infrastructures, c'est une instance un peu obscure, je vous l'accorde, qui doit conseiller le ministre des Transports. C'est composé de plein de personnes différentes. Il y a des députés, des sénatrices, des sénateurs, mais aussi des associations et des représentants des usagers, par exemple. Des représentants des usagers. Comme par hasard.
Et en février 2018, le Conseil d'orientation des infrastructures, il rend son avis et il conseille au ministre des Transports de ne pas construire l'autoroute tout de suite, de continuer à explorer les différentes autres options qu'il pourrait y avoir. Alors à première vue, on pourrait penser que c'est une bonne nouvelle qui sort un peu du chapeau comme ça, mais en fait, c'est pas le cas. Si on regarde le rapport dans le détail, on voit que les oppositions, les opposants au projet sur le terrain sont mentionnés à plusieurs reprises et que ça a influencé ce rapport. Par exemple, le rapport mentionne qu'il faut une solution acceptable par tous. Il dit aussi qu'il y a un enjeu démocratique et que des oppositions s'expriment. Donc forcément, le gouvernement, malgré la pression de Laurent Wauquiez et de Gaël Perdriau, il hésite un peu. Et c'est là-dessus, sur cette hésitation, qu'arrive la deuxième grande raison qui fait basculer le projet selon moi. C'est maintenant que c'est le moment de parler de ce post Facebook dont je vous parlais au tout début de la vidéo. Il dit quoi exactement? Alors déjà, il faut regarder qui a publié ce post. Ça vient de Pascal Garrido, qui est l'ancien maire de La Talaudière, qui est un petit village qui est sur le tracé de l'autoroute. Bon, et alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, alors là, ça va carrément déplaire à Gaël Perdriau, donc le maire de Saint-Étienne. La commune, sa commune à lui, de La Talaudière, est propriétaire de plusieurs hectares dans la bande des 300 mètres de la A45. Nous pouvons accueillir les zadistes. Et ils seront les bienvenus, n'en déplaise au maire de Saint-Étienne. Les partisans de ce projet destructeur ne veulent pas lâcher, nous non plus. En fait, avec ce poste, déjà, il ravive l'épouvantail de la ZAD qui était un peu là tout le temps comme ça, caché, tapis dans l'ombre. D'autant plus que quelques semaines auparavant, en janvier 2018, les zadistes de Notre-Dame-des-Landes ont gagné. Le projet a été définitivement abandonné, donc forcément, elle et ils sont galvanisés. Et puis ça s'enchaîne. En février 2018, les opposantes et les opposants au projet organisent à Saint-Étienne le grand carnaval de l'inutile, où ils vont notamment brûler sur la place publique les symboles des projets qui leur semblent inutiles. Et là, je crois que le gouvernement se dit que ça fait un cocktail pas fou. On a quand même les zadistes de Notre-Dame-des-Landes qui sont galvanisés et qui sont en lien avec les opposantes et les opposants à la A45. On a les zadistes de Roibon qui sont tellement en lien avec les gens de la A45 qu'ils ont carrément livré du bois pour construire la vigie, là, souvenez-vous. Les opposantes et les opposants à la A45 qui commencent à brûler des trucs sur la place publique, donc qui commencent à être peut-être un petit peu énervés. Et puis, par-dessus le marché, on a des maires qui sont sur le tracé de l'autoroute ou des élus locaux qui commencent à inviter les zadistes à venir s'installer sur place et en leur disant, voilà, tout est prêt pour vous accueillir. Pas bon. Et c'est comme ça que, sans dire clairement ce qu'il en est, le gouvernement commence à se faire tout petit sur le sujet et commence à laisser entendre qu'il va peut-être laisser tomber. En septembre 2018, c'est la fête à La Talaudière. 3000 personnes viennent se rassembler pour enterrer le projet. Et le 16 juillet 2020, la déclaration d'utilité publique périme. Ça veut dire que l'État ne peut plus exproprier les agricultrices et les agriculteurs du tracé. Le projet ne peut plus se faire. C'est gagné pour les opposantes et les opposants au projet. Cette autoroute donc ne se fera pas. La fin d'une arlésienne, annoncée hier par la ministre des Transports, et qui précise que l'État privilégie des alternatives routières et ferroviaires à la 45. Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne, il est bien dégoûté. Il écrit sur Twitter « De Paris, dans vos bureaux dorés à moquette épaisse, A45 ou pas ne changerait pas votre vie. » Exit, la 45. À la place, 400 millions d'euros devraient être engagés pour des solutions alternatives comme l'augmentation du trafic ferroviaire. Bon. L'objectif de cette série de vidéos, c'est de voir quels éléments permettent de remporter concrètement une lutte locale comme ça pour en tirer aussi des leçons. Alors c'est toujours tout un ensemble de choses qui permettent de gagner, mais il y a souvent un élément central qui permet concrètement de faire basculer le projet et de gagner. Parfois cet élément, il peut être juridique. Par exemple, c'était le cas dans la victoire contre les poulaillers géants de Langoélan. D'autres fois, c'est une élection qui va changer la donne. Ça a été le cas par exemple malgré toutes les manifestations qu'il y a pu avoir à Plogoff. Et d'autres fois encore, eh bien, c'est directement une ZAD physique qui empêche le projet de démarrer, comme à Markolsheim en Alsace dans les années 70, ou bien tout simplement aussi à Notre-Dame-des-Landes. Mais ici, c'est plus subtil. Une grande partie de la victoire est due, je pense, au fait que les opposantes et les opposants au projet ont réussi à unifier des groupes très différents les uns les autres et à organiser des actions communes malgré leurs différences. Le fait que ces groupes soient très différents les uns les autres a permis de jouer sur différents tableaux, juridiques, lobby, communication, organisation de grands événements spectaculaires, liens avec les médias. Mais l'élément central, c'est d'avoir fait planer, volontairement ou non, la menace d'une ZAD qui pourrait s'installer dans un contexte où le gouvernement vraiment n'en voulait pas. Alors forcément, ça donne envie de se demander ce qu'on pourrait transposer dans par exemple la lutte contre la A69 qui est un projet assez similaire parce que c'est aussi une autoroute qui est parallèle à une autoroute déjà existante, celle-ci doit relier Toulouse à Castres. Mais malheureusement, ça va pas beaucoup nous aider, mais à mon avis, sur la A69, il va falloir inventer encore autre chose. Je dis ça parce que cette fois, le gouvernement a décidé de passer un cap et de passer en force, c'est-à-dire qu'il a laissé une ZAD s'installer et ensuite il l'a réprimée
violemment. Dans cette affaire, le gouvernement est passé outre les décisions de justice qui mettaient un coup d'arrêt au projet. Il a ignoré les révélations qui pourraient établir un conflit d'intérêts entre le président de la République et les sociétés qui mènent les travaux. Donc l'État n'est pas dans le même état d'esprit qu'en 2018 avec la A45. Il faudra donc trouver d'autres solutions pour empêcher ce nouveau projet. Moi, bien sûr, je suis ça de près et j'espère que je pourrai bientôt vous faire une vidéo d'analyse de qu'est-ce qui a permis de remporter la lutte contre la A69. Ce serait bien ça. Mais en attendant, j'espère que cette analyse-ci vous a inspiré et que vous a appris des choses. Si c'est le cas, eh bien, ce qui m'aiderait beaucoup, ce serait de vous abonner à cette chaîne, de partager cette vidéo sur YouTube ou sur Instagram, ou bien même pour celles et ceux qui le peuvent, de faire un petit don sur mon Tipeee. Sur ce, moi je retourne à mes analyses. À très vite.